Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Une si longue haine de Martine Delhomme, interprétée par Delphine Chuyot. Un courant d'air traversa la pièce. Louise frissonna. Elle avait froid. Elle avait toujours froid. Elle coula un regard en direction de l'horloge. 5 heures. Elle avait dormi 2 heures et c'était presque un miracle. Mais la migraine n'en était que plus lancinante. Elle avait le souffle court, des frissons dans la poitrine. À présent, la maladie ne lui laissait plus aucun répit. Il faut bien affronter la mort comme la vie, se répétait-elle souvent. L'une comme l'autre ne se maîtrise pas. Pour ce qui la concernait, en tout cas. Elle prit une inspiration. C'était étrange, cette impression de vide intérieur, comme si l'énergie fuyait son corps, par vagues, inexorablement. Tout avait commencé par une sensation d'épuisement environ 6 mois auparavant. Une fatigue, une immense fatigue qu'elle ne parvenait pas à surmonter. Elle avait de violentes migraines, des douleurs de plus en plus pénibles dans le ventre. Elle ne s'était pas alarmée. Elle avait même tenté de se rassurer en se disant que cela n'irait pas en s'arrangeant. Elle avait 75 ans tout de même. Lorsqu'elle s'était décidée à consulter, il était trop tard. Le couperet était tombé sur un diagnostic sans appel. Une longue maladie. Des examens difficiles, un traitement lourd et douloureux, les séances de chimiothérapie, de radiothérapie s'étaient succédées pour finalement si peu d'espoir. Elle se résignait en pensant que c'était le destin, que la mort passait sur toute chose et que venait l'inéluctable moment où il ne restait plus d'une vie que des armoires à vider, des livres à trier, des papiers à jeter, comme elle l'avait fait après le décès de sa mère. En revanche, lorsque viendrait son tour, il n'y aurait personne pour accomplir ses derniers gestes. Une grande tristesse s'empara d'elle. Elle prenait conscience du crépuscule qui tombait sur sa vie, de la nuit qui ne tarderait pas. Et livrée à elle-même, elle estima qu'il était peut-être temps de lâcher prise. Rien ne bougeait dans la maison, mais Louise restait attentive. Elle avait appris à interpréter les silences de la demeure. Elle écoutait la plainte du vent qui cinglait les arbres et les vitres. Soudain, elle entendit du bruit dans le couloir et reconnut les pas de Delphine, toujours debout la première. Elle aurait voulu se lever, rejoindre la jeune femme dans la cuisine et s'assurer qu'elle pourrait s'occuper à la fois des petits déjeuners, du réveil des enfants, du fonctionnement de la maison. Pourquoi était-elle condamnée à passer le plus clair de son temps dans ce lit ? Elle pouvait encore faire quelques pas certains jours, mais elle sentit confusément que ce ne serait pas le cas aujourd'hui. Désormais, tout reposait sur la frêle Delphine, la belle-fille de la maison. Tous les matins, c'était elle qui lui apportait son petit déjeuner avant de réveiller les enfants. Puis, vers 9 heures, l'infirmière venait et s'occupait de sa toilette, de sa piqûre. Elle préparait les médicaments pour la journée. Sauf le vendredi, le jour où l'ambulancier la prenait en charge et la conduisait à l'hôpital pour sa séance de chimiothérapie. Louise essaya de se redresser, mais elle y renonça. Quelqu'un marchait dans le couloir, un cliquetis de talons, une quinte de toux, la toux rauque des fumeurs. C'était Nicole, la cousine de Louise et la maîtresse des lieux. Une porte claqua. Nicole avait rejoint sa belle-fille dans la cuisine et Louise anticipait ses gestes. Une tasse de café noir, une cigarette, la première de la journée. « Me voir dans cet état ne lui sert donc pas de leçon ?» se demanda Louise. À vrai dire, Nicole ne pouvait guère se rendre compte de son état. Elle ne venait jamais la voir.
La maladie de Louise, c'était l'annonce de la fin toute proche, et Nicole préférait ne pas affronter l'image de sa propre échéance, certaine que la maladie ne l'atteindrait pas. Elle avait toujours compté sur sa chance. Elle partait en retard à ses rendez-vous, persuadée que les feux passeraient au vert, qu'une place de parking se libérerait à son approche. Louise soupira et songea aux 3/4 de sa vie passée dans cette demeure. Nicole et Bernard, toujours très occupés par les noyeries et l'usine. Et elle qui, en leur absence, faisait tourner la maison. La simple évocation de ces années provoqua en elle une sensation d'étouffement. Elle parvint à se redresser en prenant appui sur ses avant-bras. Elle perçut alors un frottement irrégulier dans le couloir, un ralentissement devant la porte de sa chambre, puis la claudication reprit. Le bruit particulier des pas de Bernard avec sa jambe appareillée. Elle entendit ensuite les échos d'une conversation au bout du couloir et un coup léger sur sa porte. Elle regarda l'heure. La petite était en avance. Delphine entra, posa le plateau sur la commode et ouvrit les volets. « Comment allez-vous ce matin, tante Louise » demanda-t-elle. Un hochement de tête suffit à faire comprendre à Delphine qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Delphine emplit une tasse de thé, ajouta un soupçon de lait. « Je vous ai apporté une compote, au cas où vous auriez faim. »« Merci, » murmura Louise. Elle surprit l'expression triste qui passa furtivement dans les yeux de la jeune femme. Elle semblait épuisée. Des mèches de cheveux s'échappaient de sa queue de cheval, dissimulant une partie de son visage aux traits fins mais tendus. Louise distingua le petit liseré rouge au bord de ses paupières et les cernes qui assombrissaient son regard noisette. Elle avait pleuré. « Je suis certaine qu'elle est en train de la vampiriser comme elle l'a fait avec moi, » pensa Louise. « Vous avez les yeux irrités et larmoyants, » remarqua Delphine. « Attendez. » Elle prit un flacon sur la commode et fit glisser quelques gouttes de collyre au bord des paupières de Louise. « Quand vous irez mieux, je vous conduirai chez l'ophtalmologiste. »« Bien sûr, » approuva Louise en affichant un léger sourire. À quoi bon faire d'hypothétiques projets de guérison ? Les cartes étaient battues. « Avez-vous besoin de quelque chose, ma tante ?» Soudain, une envie prit forme dans l'esprit de Louise. « Donne-moi les albums de photos qui sont dans le dernier tiroir de la commode, s'il te plaît. » Delphine posa les albums sur la table de chevet. Louise la remercia d'un clignement de cils et la jeune femme s'éclipsa sur la pointe des pieds. Une fois seule, Louise but quelques gorgées de thé, attendit que la nausée se dissipe et poussa le plateau sur le couvre-lit. Elle attrapa les 5 albums, les classa dans l'ordre, dans son ordre à elle, et ouvrit le premier. Les moments heureux de son enfance. Elle sourit en regardant la mode vieille de 60 ans, les petites robes à carreaux Vichy, les rubans dans les cheveux. Son père était chef d'équipe dans une fabrique de chaussures, et sa mère préparait les repas de l'école que fréquentait Louise. Elle était fière d'être la fille de la cantinière, comme on disait en ce temps-là. Gérante de la cantine scolaire, ce serait pour plus tard, lorsqu'on nommerait les femmes de ménage des techniciennes de surface. Les parents de Louise avaient acquis un petit pavillon dans la banlieue parisienne, et leur entourage les considérait comme des privilégiés. En dépit de cette relative aisance, la mère de Louise était très économe. Elle gardait la crème qui se formait à la surface du lait bouilli pour préparer des tartes et le pain rassis pour dorer de belles tranches de pain perdu. Elle cousait ses vêtements et ceux de Louise d'après les patrons qu'elle découpait dans l'écho de la mode. Ce journal était le seul luxe qu'elle s'autorisait avec, 1 ou 2 fois dans l'année, une boîte de poudre de riz. C'était le parfum dont Louise se souvenait quand elle pensait à sa mère, un mélange de pâtisserie et de poudre de riz. En tournant les pages, elle découvrit des photos qu'elle avait pris soin de dater, de documenter, et elle revivait toutes les étapes de son adolescence, le certificat d'études, le brevet, son inscription dans une école de puériculture. Et les fêtes de village,
son premier bal en robe blanche avec un chapeau de paille tressé d'une couronne de fleurs. Puis, elle ouvrit le 2e album, et à chaque page, les années défilaient. D'un coup, elle se figea, et elle lutta contre les larmes qui montaient au bord de ses paupières. Sa première sortie en discothèque. L'invitation était venue de Janine, une camarade de classe devenue vendeuse dans une parfumerie à Paris. La mère de Louise l'avait poussée à accepter. « Tu as allègrement passé la trentaine, ma fille. Si tu continues comme ça, tu finiras vieille fille. » Le bruit, les lumières, tantôt aveuglantes, tantôt tamisées, l'avaient fascinée. Louise s'était réfugiée dans un coin. Elle enviait l'agilité et la désinvolture des danseurs et mourait d'envie de les rejoindre, de les imiter. Bien trop timide pour cela, elle s'était contentée de battre la mesure du bout de ses pieds. La voyant désemparée, Janine lui avait présenté un jeune homme. Il s'appelait Henri. La minute suivante, elle était tombée amoureuse de ce beau garçon brun aux yeux clairs. L'amour venait de la frapper en plein cœur pour la première fois, et elle eut la certitude que c'était le destin qui s'était manifesté. Tôt ou tard, elle devait rencontrer Henri. Elle serait heureuse avec lui et avec personne d'autre. Très vite, ils décidèrent de se marier et de fonder une famille. Henri était voyageur de commerce, Louise avait obtenu son diplôme de puéricultrice, l'avenir leur souriait. C'est entre le 3e et le 4e album que Louise revécut la période où tout avait basculé. Elle ferma les yeux, en quête d'un souvenir heureux, mais c'était l'appel de la mère d'Henri qui surgissait dans sa mémoire. Il était mort dans un attentat à Paris. Un immense chagrin l'avait terrassé, si violent que 40 ans après, les larmes perlaient encore au coin de ses yeux. Cet homme avec lequel elle avait été intimement liée était resté présent dans son cœur, dans son esprit, dans toutes les fibres de sa chair. Son décès prématuré ne l'en avait pas délivré. À l'époque, elle avait sombré dans le désarroi et l'isolement qui ne l'avaient jamais quittée depuis. Louise se laissa glisser sous la couette. Où serait-elle mieux pour faire un bilan de sa vie qu'au creux de ce lit qu'elle ne quittait plus ? Elle était revenue de tout sans jamais y être allée. Elle suivit du bout des doigts le visage d'Henri sur papier glacé, jeune pour toujours. S'il avait vécu, il aurait 77 ans et sans doute s'aimerait-il encore. Et sa propre vie aurait été si différente. Elle avait affronté le deuil, la solitude et décidé de ne jamais se marier. Mais soigner les enfants qu'elle n'aurait pas devint un supplice. Elle dépérissait de jour en jour, jusqu'à ce que sa mère lui propose de partir quelques jours en Dordogne. Le mari de ta cousine Nicole est gravement malade, avait-elle dit. Elle doit s'occuper de son gamin, gérer l'entreprise et la maison. À mon avis, tu pourrais te rendre utile et ça te ferait du bien. La mère de Louise croyait que le travail était le meilleur remède à la dépression. Louise avait écouté les conseils de sa mère et s'était provisoirement installée à Sarlat. Elle avait pris soin de la maison, du petit Cédric, âgé d'une dizaine d'années. Un gentil gamin, mais difficile parfois. Sa mère l'avait pourri à force de le gâter. Et chaque fois qu'elle disposait d'un peu de temps, Louise avait remplacé Nicole au chevet de son mari. Il était décédé 3 mois plus tard. Nicole avait alors fait comprendre à Louise qu'elle n'avait plus besoin d'elle. Elle ne l'avait même pas invitée lorsqu'elle s'était remariée l'année suivante et n'avait plus donné de signe de vie jusqu'à cet appel désespéré en juillet 1987. Nicole avait épousé un veuf, père d'une petite fille de 8 ans, Charlotte, et elle venait de mettre au monde un petit garçon. « Le domaine de Bernard est immense, tu verrais cela, c'est carrément un château », expliqua-t-elle. « Il y a des noyerets, une entreprise, je travaille à plein temps et avec les 3 enfants, je m'en sors pas. T'es la seule à pouvoir me sauver la vie. Juste un trimestre, le temps que je m'organise. »
Louise était revenue à Sarlat, sans deviner dans quel piège elle se précipitait. Elle avait découvert les marronniers, une bâtisse d'un autre temps, entourée de champs de noyers et qui, pourtant, devait son nom aux marronniers d'Inde qui peuplaient le parc. Le trimestre était passé, puis un autre, et encore un autre. Louise avait bien essayé de rappeler à sa cousine que sa présence devait être temporaire, mais Nicole avait eu raison de ses velléités de départ. Le point faible de Louise, c'était son affection pour les enfants, son amitié pour Bernard Louvier, un homme qui lui rappelait Henri par bien des qualités. Des sentiments que Nicole avait su exploiter à fond. Le temps avait filé, et Louise prenait conscience qu'avec lui s'éloignaient les possibilités de construire sa vie, sa famille. Elle s'était consacrée corps et âme aux enfants de Bernard et Nicole, et pour les enfants, elle avait tout supporté. S'ensuivirent des années d'asservissement. Son existence entière fut vouée à la survie du petit enfer familial, sous l'emprise d'une sangsue. Louise parvint à se lever au prix de terribles efforts, et elle ouvrit l'autre tiroir de la commode où s'entassaient tous les albums, témoins des 34 années qui s'étaient écoulées. Elle savait tant de choses qu'elle devait taire, tant de secrets qu'elle n'avait pas le droit de dévoiler. Soudain, le visage de Charlotte jaillit de sa mémoire. Quel âge avait-elle aujourd'hui? Louise réfléchit et compta sur ses doigts, comme à l'école. 42 ans. Elle devait avoir 42 ans. La petite Charlotte, vive, enjouée. Elle l'appelait sa poupée. Et c'était vrai qu'elle ressemblait à une poupée avec ses boucles brunes et ses grands yeux bleu azur. Tout l'émerveillait. Elle adorait Cédric, son demi-frère, et Grégoire, le bébé qu'elle contemplait pendant des heures et promenait dans sa poussette le long des allées du jardin. Charlotte, internée dans une clinique psychiatrique à 15 ans, puis envoyée en Suisse pour étudier et qui n'était jamais revenue. Louise se redressa sur ses coussins et sortit de la table de chevet son agenda. Elle était la seule à recevoir une carte de vœux de Charlotte et chaque année une lettre ou deux dans le courant de l'été. Ainsi avait-elle appris que la jeune femme était mariée, qu'elle avait une fille et qu'elle possédait une librairie à Arles. Dans chaque missive, Charlotte était claire. Elle ne voulait rien savoir de ce qui se passait chez ses parents et elle recommandait à Louise de ne jamais donner son adresse à quelque membre de la famille que ce soit. Louise avait compris. Elle savait que si elle dérogeait à sa promesse, elle n'aurait plus jamais de nouvelles de la jeune femme. La main sur l'agenda ouvert sur ses genoux, Louise fixait l'adresse de Charlotte notée tout en haut de la 3e page. Elle ferma les yeux. Les douleurs lui broyaient le ventre par vagues qui affluaient, refluaient. Elle se contraignit à de profondes respirations pendant de longues minutes, puis le calme revint. Et l'idée s'insinua dans son esprit, lentement d'abord, puis de plus en plus vive. Elle refusait de mourir sans avoir revu Charlotte. Elle prit du papier à lettres et une enveloppe dans le tiroir de la table de nuit et commença à écrire. Comme à l'accoutumée, elle demanderait à Noémie, la jeune employée, de jeter la lettre dans la boîte. « Tu fermeras, Martin ? Je vais être en retard à la sortie du collège, ma fille va me détester. »« C'est ta semaine ? » ?»« Oui, et elle a toujours une tonne de sacs quand elle rentre de chez son père. »« Oh, si t'as une minute, tu pourras jeter un coup d'œil à la commande du club de lecture de Saint-Hippolyte. La présidente passe la prendre demain matin. » Charlotte achevait la critique de quelques livres. Elle relut ses commentaires une dernière fois et lança l'imprimante. Puis elle enfila son manteau à la hâte, prit son sac, ses clés de voiture et adressa un signe de la main à son associé. « Merci Martin, à demain !» Sur le trottoir, elle remonta le col de son manteau, resserra l'écharpe autour de son cou et mit ses gants. Le froid s'était installé sur la région pour toute la semaine et depuis ce matin, un vent glacial soufflait sur Arles. Rien de surprenant pour une mi-janvier. Elle gagna le parking proche de la librairie. La circulation était dense comme souvent le vendredi soir.
Atteindre la rue Jean Giono lui prit une demi-heure. Lorsqu'elle s'arrêta enfin devant le collège Van Gogh, Anaël trépignait sur le trottoir, emmitouflée dans son anorak, son cartable arrimé à ses épaules et 2 grands sacs posés à ses pieds. Charlotte lui avait demandé pourquoi elle emportait tant de choses chez son père, ce qui lui avait valu une réponse catégorique. « Si j'oublie un truc, j'ai pas envie de demander à Estelle. » Anaël jeta ses bagages à l'arrière de la voiture, elle prit place sur le siège passager et boucla sa ceinture. Charlotte l'observa la dérober, avec ses sourcils froncés, sa moue boudeuse. Elle savait manifester son mécontentement. « Alors, tu fais la tête ? » ?»« J'aime pas quand tu me fais attendre sur le trottoir. Je travaille, Anaël, et je n'ai pas que ça à faire. Tu pourrais très bien prendre le bus scolaire jusqu'à la librairie. » »« Oui, bien sûr, et je loue une remorque pour mettre mes sacs. » Charlotte dégagea les mèches du visage de sa fille, les glissa derrière ses oreilles et plaqua un gros baiser sur ses joues. « Arrête de râler, tu veux. Et bonjour quand même, moi aussi je suis contente de te voir. »« Bonjour maman, » répondit Anaël d'une voix radoucie. Après un instant d'hésitation, elle noua les bras autour du cou de Charlotte et se plia au rituel des câlins dans l'intimité de la voiture. À 12 ans, elle considérait que ce n'était vraiment pas cool d'embrasser sa mère en public. « Tout s'est bien passé cette semaine ? » ?»« Bof, je te raconterai, » dit la fillette en sortant son téléphone portable. « J'envoie juste un texto à Sabine, j'en ai pour 1 minute, maman. » Le message en entraînant un autre, la conversation s'éternisa entre Anaël et sa meilleure amie. Charlotte se concentra sur la circulation et essaya de se remémorer le contenu du frigo. Elle avait fait des courses en l'absence de sa fille, mais elle était certaine d'avoir oublié l'essentiel. Elle mangeait si peu quand elle était seule, une salade composée ou un potage et un yaourt qu'elle disposait sur un plateau, et elle dînait en regardant les informations du soir. « Tant pis, pensa-t-elle. Je me replierai sur le congélateur et les conserves. » Toutefois, elle fit une halte à la boulangerie avant de quitter Arles en direction de Moulès, située à une dizaine de kilomètres. À l'instant où elle s'engageait sur le chemin étroit qui menait à la maison, le vent se leva brusquement. Charlotte ouvrit le portail à distance et s'arrêta pour relever le courrier. En voyant les volets heurter violemment la façade, elle réalisa qu'elle avait oublié de les crocheter ce matin. Elle gara la voiture sous l'auvent à côté à la maison. Aussitôt, Anaël courut vers le perchoir planté au milieu de la pelouse. Elle prit le temps de remplir les réservoirs et accrocha des boules de matière grasse. « C'est cool, maman !» lança-t-elle en récupérant ses bagages dans la voiture. « T'as pensé à acheter des graines pour les oiseaux ?» À peine entrée dans la maison, Anaël fila vers la cuisine et se servit un verre de lait froid. « J'aurai tout le temps de faire mes devoirs demain. Tu veux bien que j'écoute de la musique dans ma chambre jusqu'à l'heure du dîner ? J'ai pas le droit chez papa, c'est pénible. »« D'accord, ma puce. Je m'occupe du repas, mais tu mettras le couvert. » Charlotte mit son sac et ses clés à leur place. Elle accrocha son manteau et celui de sa fille avant de ranger le pain dans la cuisine. Elle s'empara des bagages d'Anaël qui traînaient dans l'entrée, les monta au 1er étage. Elle jeta le linge sale dans la panière, disposa les ustensiles de toilette sur la tablette au-dessus du lavabo de la salle de bain. Dieu, qu'elle détestait le désordre. Puis, elle troqua son tailleur pour une tenue décontractée et rejoignit la cuisine. Elle sortit du congélateur des steaks hachés, quelques dés de potiron, et elle entreprit d'éplucher des pommes de terre. Anaël adorait la purée de potiron et de pommes de terre. De la salade, du fromage et des yaourts compléteraient le menu. Au moment de son divorce, 3 ans auparavant, la garde alternée avait semblé un bon compromis. Anaël avait apprécié le temps équitablement partagé entre ses parents. Et tant que Nicolas avait vécu seul, tout s'était bien passé. C'était différent depuis qu'Estelle s'était installée dans sa vie, et par voie de conséquence dans celle d'Anaël. De surcroît, l'appartement de Nicolas, luxueux mais exigu, ne facilitait pas la cohabitation. Au cours de la procédure de divorce, ils avaient décidé que Charlotte garderait la maison. Elle était censée rembourser la moitié de sa valeur à Nicolas et dans ce cas-là aussi, ils avaient trouvé un accord amiable. Elle avait versé une somme assez conséquente à son ex-mari et elle s'acquittait du solde par mensualité.
aux grandes dames d'Estelle, qui ne manquaient pas une occasion de lui envoyer quelques piques bien senties sur cet argent qui dormait et qui pourtant leur serait bien utile. Nicolas regardait alors Charlotte d'un petit air entendu et, jusqu'à présent, rien n'avait perturbé les bonnes relations qu'ils entretenaient depuis leur séparation. Quand elle pensait à Nicolas, Charlotte se demandait ce qui leur était arrivé. Une famille ne se décompose pas du jour au lendemain. Il y avait eu des fissures, des non-dits, des lendemains qui ne chantaient plus. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle venait juste d'acheter sa librairie. Elle essayait d'aménager un coin lecture dans un angle de la boutique quand elle avait entendu le cliquetis de la porte. Nicolas était entré. Il avait consulté quelques ouvrages avant de s'adresser à elle, l'air désemparé. Il cherchait un livre à offrir à sa mère. Charlotte se souvenait de ses cheveux bruns, trop longs à l'époque, de sa taille, de sa carrure imposante qui éclipsait la lumière filtrant de la porte d'entrée. Et de son premier sourire, spontané, suivi d'un immense éclat de rire. 2 jours plus tard, il était revenu échanger le livre que sa mère avait déjà. Il l'avait invitée à dîner, elle avait accepté en rougissant. Elle manquait tellement d'assurance, de confiance en elle. Nicolas s'était révélé un homme adorable, disponible et attentionné. Sa gentillesse avait vaincu toutes les défenses de Charlotte qui avait cédé au bonheur d'une relation stable, surprise de s'en remettre à un homme pour la première fois. Ils s'étaient mariés et 6 belles années d'une entente sans nuage avaient passé. Puis, Anaël était venue bouleverser l'univers de Charlotte. Elle eut alors l'impression de se trouver à la croisée des chemins, comme si toute sa vie devait conduire à cet instant, prendre sa fille dans ses bras, la bercer, rester des heures à la regarder dormir. C'était sa plus belle réussite, ce petit bout de chou. Nicolas et elle étaient toujours très amoureux, et elle était convaincue qu'ensemble, ils pourraient tout surmonter. Même si, connaissant ses propres faiblesses, elle n'avait cessé de trembler. « Et si un jour tu m'aimais moins ?» demandait-elle souvent. « Si j'avais le moindre doute, je t'aurais quitté depuis longtemps, » lui répondait-il. C'était pourtant ce qu'il avait fait. Charlotte se surprit à disséquer ses souvenirs au fil des conversations, de scènes, jusqu'à trouver le moment où leur mariage avait commencé à se détériorer. Un jour, les différences pour lesquelles ils s'étaient aimés ne furent plus que des différences. Leur union s'était terminée dans la peine, et depuis, elle menait l'existence qu'elle avait choisie, essentiellement consacrée à sa fille et à son travail. Charlotte recouvrit d'eau les pommes de terre et le potiron, ajouta du sel, une feuille de laurier, une pincée d'herbe de Provence, et plaça la cocotte sur la plaque de cuisson. Puis, elle rejoignit son bureau au premier étage, alluma son ordinateur et fit un détour par la salle de bain où elle se démaquilla avant de vaporiser un peu d'eau minérale sur son visage. Elle se pencha vers le miroir et, du bout de l'index, elle suivit la mince cicatrice qui partait du lobe de l'oreille et glissait dans son cou. De retour dans le séjour, elle aperçut le courrier posé sur la desserte et s'en empara. Elle jeta les prospectus et les publicités dans la poubelle de recyclage et mit 2 factures de côté. La dernière enveloppe la laissa interdite. Les boucles appuyées, les barres de lettres floues, elle reconnut l'écriture de Louise. Tante Louise. Elle tourna et retourna l'enveloppe entre ses doigts, sans oser l'ouvrir, et toutes sortes d'hypothèses lui vinrent à l'esprit. Troublée, Charlotte revint dans la cuisine et se servit un verre de vin blanc qu'elle emporta avec elle dans le salon, où elle se laissa choir sur le canapé. Elle but 2 ou 3 gorgées avant de se sentir capable de décacheter l'enveloppe. C'était bien Louise. « Tu me manques, ma chérie. Tu m'as toujours manqué. Et en ce moment, bien plus encore. Pendant que j'écris, j'ai l'impression que tu es là, près de moi. Je ressens souvent cela et ce sentiment m'a parfois consolée de ton absence. Mais pas en cet instant. » Louise expliquait son calvaire, cette intenable souffrance qu'elle ne vaincrait pas. Charlotte resta figée, le cœur battant à grands coups affolés. Louise mourante.
la dernière personne au monde qui méritait un tel sort. Louise, avec ses chignons compliqués et ses tenues fleuries, elle avait tant d'amour à donner, tant de tendresse à offrir. Elle vibrait d'une telle énergie. Charlotte croyait encore entendre ces éclats de rire qui partaient en cascade. Dans sa lettre, elle évoquait sa jeunesse, sa vie, son unique amour. Elle racontait une fois encore sa première rencontre avec Henri, usant de tendres épithètes. Son éphémère amour qui resterait une image à peine esquissée, comme dans un songe. Certains pourraient voir dans mon existence une tragédie, mais rencontrer Henri, vivre avec lui, même si peu de temps, m'a comblée de bonheur. Et je me suis occupée de la famille, de toi, ma Charlotte. La seule vraie tragédie, c'est toi qui l'as vécue. Charlotte se souvenait des confidences pudiques de Louise, qui avait gardé pour elle seule les promesses, les projets de mariage et d'enfants. Le destin lui avait offert l'amour, le lui avait repris, et elle l'avait donné sans réserve aux enfants de sa cousine. Émue, Charlotte reprit la lecture de la lettre. Louise formulait son souhait, une requête désespérée. « Reviens, Charlotte. Je mesure l'étendue du sacrifice que je te demande, mais je t'en prie, fais-le pour moi. Reviens, juste quelques jours. Je ne veux pas mourir sans t'embrasser une dernière fois. » Charlotte dut relire la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Elle avala une généreuse gorgée de vin pour se donner le courage de réfléchir. L'idée qu'elle puisse revoir les membres de sa famille lui était insupportable. En quittant les marronniers, elle s'était promis de ne jamais revenir. Ce serment, elle l'avait fait un jour de 1993, l'année de ses 15 ans, alors qu'elle avait perdu le sens des réalités, qu'elle s'enfonçait dans le néant. Charlotte ferma les yeux. Elle aurait voulu se sentir forte, se dire qu'elle était guérie, mais la violence des souvenirs qui la secouaient était telle qu'elle se demanda si elle en aurait jamais fini. L'étendue des blessures qu'elle portait enfouies en elle ne manquerait-elle pas de refaire surface à la première occasion? Elle eut la sensation que le passé revenait, que le présent basculait. Elle s'appuya sur le dosseret du canapé et perdit la notion du temps jusqu'à l'appel d'Anaël. « Maman, on mange bientôt? Je mets la table ?» Charlotte rangea prestement la lettre de Louise dans son sac et se précipita dans la cuisine. L'eau avait débordé de la cocotte et inondé la plaque de cuisson. Il était 7h30 lorsque Charlotte arriva dans le centre-ville d'Arles. À cette heure-là, elle trouva aisément une place de parking et remonta à pied jusqu'à la librairie rue des Carmes. Martin était déjà au travail, déballant des cartons de livres dans la réserve. Ils avaient reçu la visite de plusieurs représentants de grandes maisons d'édition et, comme à l'accoutumée, ils avaient décidé ensemble des livres qu'ils souhaiteraient mettre en avant. Puis, ils avaient complété leur commande en sélectionnant un éventail de nouveautés dans des bases de données et des catalogues spécialisés. « T'es bien matinale ?» s'étonna Martin en embrassant Charlotte. Elle portait un pull torsadé et une longue jupe sombre tombant sur des bottes de cuir noir. Il avait remarqué qu'elle s'habillait souvent de couleurs sombres, gris ou noir. « J'ai mal dormi », répondit Charlotte en poussant la porte à double ventaille de la kitchenette. Entre la réserve qui abritait le stock de livres et le magasin, une pièce était aménagée en bureau et salle de réunion, où il recevait les représentants. Une table recouverte de bois stratifié, des chaises en plexiglas, un placard de rangement en acajou constituaient l'ameublement. Au mur, un grand tableau de liège comportant le planning, les rendez-vous importants et des posters reproduisant des couvertures de romans à succès donnaient un caractère accueillant et professionnel à l'espace qui ouvrait sur une kitchenette. Charlotte inséra une capsule dans la cafetière. « Je t'en prépare un, Martin ? » ?»« Oui, avec plaisir. C'est pas marrant, les insomnies. Rien de grave, j'espère. » Martin posa la pile de livres sur la table de réunion et commença à les trier par catégorie, tandis que Charlotte apportait un plateau avec des tasses et un sucrier. Plus encore que son associé, Martin était son ami, et elle avait peu d'amis. Au-delà de leur complicité professionnelle, elle appréciait de pouvoir se confier à lui. Elle raconta la maladie de sa tante en phase terminale
et son désir de la revoir qu'elle avait exprimé dans une lettre aux accents bouleversants. Martin coula un regard surpris en direction de Charlotte, qui ouvrait un paquet de sablés. Elle passait rarement une journée sans avoir parlé 20 fois de sa fille, mais il ignorait qu'elle avait une famille. « J'étais très jeune lorsque ma mère est morte, » expliqua Charlotte. « J'étais fille unique et mon père a été contraint de jouer le rôle des deux parents. J'imagine que cela vous a profondément unis. Tu as eu beaucoup de chance dans ton malheur. » La douceur s'éteignit sur le visage de Charlotte pour laisser la place à une profonde tristesse. Martin s'aperçut qu'il venait de toucher un point sensible et respecta son silence. Elle se résolut à raconter le remariage de son père, l'arrivée de Nicole et de son fils Cédric, de 4 ans plus âgé qu'elle. « Je me suis souvent demandé si mon père et ma belle-mère s'étaient mariés par amour ou pour s'associer professionnellement. » Elle tendit une tasse à Martin et glissa un demi-morceau de sucre dans la sienne. « Mon père possédait plusieurs hectares de noyeraies et une usine de transformation à côté de Sarlat en Dordogne, cette région qu'on nomme le Périgord noir. De son côté, ma belle-mère était à la tête d'une petite huilerie. C'est en grandissant que j'ai compris qu'elle avait fait main basse sur la totalité des entreprises qu'elle dirigeait à sa façon. À cette époque-là, Charlotte n'avait vu que le bon côté des choses, la joie d'avoir retrouvé une famille, un demi-frère auquel elle s'était rapidement attachée. Que restait-il de ces instants de bonheur aujourd'hui? Elle acheva de boire son café, lava les tasses et les laissa sécher sur le plan de travail de la kitchenette. Mon père et ma belle-mère ont alors décidé d'avoir un enfant, et c'est à ce moment-là que Louise est entrée dans la famille. Je la considère comme ma tante. C'est la cousine de ma belle-mère. » Une fois encore, Charlotte ne termina pas sa phrase, et elle se rendit compte que ses propositions inachevées traduisaient son malaise. « C'est Louise qui a remplacé ma mère, » reprit-elle. « Sa présence, sa disponibilité me paraissaient normales à l'époque. C'est en devenant mère à mon tour que j'ai compris ce que le dévouement de Louise avait de rare. Et je ne l'ai pas revue depuis 28 ans. » Devant le regard ébahi de Martin, elle s'empressa d'ajouter. « J'ai toujours eu des relations compliquées avec ma famille. Je suis allée étudier en Suisse et je ne suis pas revenue à Sarlat. »« Et tu n'as jamais revu personne ?» demanda Martin. « Mon père est venu me voir à Lausanne 3 ou 4 fois. J'imagine que c'était en cachette de sa femme. » C'était au cours d'une de ses visites qu'il lui avait appris la mort de Cédric dans un accident de voiture. Charlotte s'était évertuée à chasser ce drame dans son esprit, mais ce fut comme un déclic. À compter de ce jour, elle avait refusé de voir son père. Diplômée de la faculté des lettres de Lausanne en littérature française et anglaise et en philosophie, Charlotte se préparait à enseigner, mais auparavant elle avait accepté un stage d'1 an dans une librairie marseillaise qui avait pignon sur rue. Et c'était au cours de ce stage qu'elle avait rencontré un libraire installé à Arles. Il s'apprêtait à prendre sa retraite et, de son côté, elle avait quelques placements hérités de sa mère. Elle s'était lancée dans l'aventure et 4 ans plus tard, alors qu'elle prévoyait de nouveaux investissements afin d'agrandir le magasin pour multiplier les dédicaces, organiser des cafés littéraires, Martin avait croisé son chemin. Il s'était montré un excellent gestionnaire avec un sens aigu des affaires. C'était aussi un homme sensible, intuitif, doté d'une remarquable capacité d'adaptation. Ils s'étaient associés et ils avaient immédiatement trouvé leur rythme de travail. Martin s'occupait volontiers de la gestion, des relations commerciales, et Charlotte n'avait pas son pareil pour organiser des manifestations, accueillir et conseiller les clients. Ensemble, ils avaient décidé d'ajouter un rayon papeterie à la librairie, mais pas n'importe quelle papeterie. Des papiers à lettres, des enveloppes, des carnets issus de moulins à papier artisanaux d'une qualité et d'un cachet exceptionnels. Ils avaient appris à travailler en parfaite symbiose, mais Charlotte, toujours si distante, si prudente avec les hommes, avait gardé une certaine réserve vis-à-vis de Martin. Il avait fallu du temps avant que leur collaboration ne se mût en amitié, puis en réelle affection. Charlotte s'était laissée distraire un instant par l'affiche des prochaines dédicaces. « Pas mal. J'aime bien la mise en page. On pourra la reprendre pour imprimer des flyers. Et c'est pas la peine de mettre les affiches en place trop tôt. La semaine précédant chaque manifestation, ce sera amplement suffisant. »
Soudain, Charlotte se figea, une affiche dans la main, le regard lointain. « Quelque chose ne va pas ?» s'inquiéta Martin. « Si, ça va. C'est l'idée de revoir ta famille qui te perturbe à ce point. Je sais que je ne devrais pas prendre une telle décision sous le coup de l'émotion. Retrouver les lieux de son enfance, braver des souvenirs tapis dans sa mémoire comme des bêtes malfaisantes. Si elle cédait à la requête de Louise, Charlotte savait qu'elle s'infligeait une épreuve dont elle ne sortirait pas indemne. Il y avait toujours en elle des hurlements de rage qu'elle contenait au prix d'efforts parfois douloureux. Plongée dans ses souvenirs, elle finit par prendre conscience du nœud qui obstruait sa gorge jusqu'à une impression d'étouffement. Peut-être qu'au fond de moi, je ne suis pas prête à me heurter au passé. On ne peut pas changer notre histoire, répondit Martin. Elle est inscrite en nous. Mieux vaut sans doute l'affronter avec lucidité. Charlotte ne répondit pas. Martin vit son visage se crisper, son poing se refermer sur le livre qu'elle tenait. Il s'approcha d'elle et lui posa un baiser affectueux sur la joue. « Je sais combien ce peut être complexe, voire épineux, les relations familiales. Mes parents ont mis 20 ans à admettre mon homosexualité. Mon frère ne veut pas rencontrer mon compagnon. Quant à ma sœur, elle refuse toujours de me parler. Si tu savais comme ma famille me manque. Je repense souvent à toutes ces occasions où nous nous retrouvions, toutes ces fêtes, ces réunions de famille où nous passions notre temps à nous engueuler. Je voudrais tant qu'il me soit donné de me réconcilier avec eux. Ne passe pas à côté de cette chance-là. » Charlotte n'était pas convaincue que revoir sa famille était une chance. Elle avait plutôt l'impression de se précipiter dans un traquenard. Néanmoins, elle le devait à Louise. « Si je pars, ce sera au moins 10-15 jours. J'ai quelques scrupules à te laisser la boutique. »« Tu plaisantes ? Janvier et février sont des mois traditionnellement calmes. Nous n'avons pas d'événements particuliers au programme, nous sommes encore très loin de la saison touristique. Et puis, il y a Marianne. » De concert, ils avaient accepté la candidature d'une stagiaire pour une durée de 6 mois. « Elle est pleine de bonne volonté, » ajouta Martin. « Je suis certain qu'elle me secondera parfaitement. » Charlotte fit un effort pour refouler l'inquiétude qui sourdait en elle et adressa un sourire à Martin qui lui retourna. « Alors, on les met en place, ces livres ?»« Ok, » répondit-elle. « Mais avant cela, je prendrais bien un autre café, pas toi ?» Charlotte annonça sa venue à Louise. « Quelques jours, » écrivit-elle, en précisant qu'elle réserverait une chambre d'hôtel. Il n'était pas question qu'elle s'installe dans la demeure familiale. Puis, elle appela son ex-mari. Nicolas la rejoignit à proximité de la librairie et l'invita à prendre un verre entre 2 rendez-vous. Charlotte expliqua la situation et la nécessité pour elle de s'absenter 1 semaine ou 2. « Je suis désolée, dit-il. Je sais combien tu aimes ta tante. » À dire vrai, c'était tout ce qu'il savait. Charlotte ne parlait jamais de sa famille. De son côté, Nicolas avait perdu son père quelques mois avant son mariage avec Charlotte, et ce jour-là, seule sa mère était présente. Devant la gravité des événements évoqués par Charlotte, il accepta de garder Anaëlle le temps qu'elle jugerait nécessaire. « T'es sûre que ce ne sera pas un problème vis-à-vis d'Estelle ? Si problème il y a, c'est à moi de le régler, d'accord ? Tu parais inquiète, Charlotte. Je peux faire quelque chose ? Pour l'équilibre d'Anaëlle, c'est important de conserver cette entente entre nous, et tu fais déjà beaucoup. » « Nous faisons beaucoup, » rectifia-t-il en serrant la main de Charlotte par-dessus la table. Ils avaient pris l'habitude de discuter de l'éducation de leur fille, des choix qui s'offraient, et ils décidaient ensemble. Charlotte retira sa main et but quelques gorgées de jus de pamplemousse. Les derniers temps de leur mariage, chaque conversation tournait systématiquement à l'aigre. Aujourd'hui, ils étaient d'accord sur tout. Et ils étaient devenus de vrais amis. Charlotte pensait souvent à leur séparation avec une impression de gâchis. Des instantanés de ces années de mariage lui revenaient. La première fois qu'ils avaient fait l'amour, quand le prêtre les avait déclarés mari et femme, Nicolas avec Anaëlle poussant ses premiers cris dans ses bras. Tous ces moments où elle avait cru vaincre ses démons. Elle était consciente d'avoir perdu l'amour de Nicolas et d'avoir, à force d'entêtement et de colère refoulée, annihilé le sien.
Mise au courant du changement de programme, Anaëlle ne cacha pas sa colère de devoir rester chez son père plus longtemps que prévu. « Il m'a dit qu'il aurait besoin de s'en aller pour son travail, » protesta-t-elle. « Et je vais encore rester toute seule avec Estelle. » Nicolas était analyste financier dans un grand groupe d'investissement basé à Marseille et il devait se déplacer fréquemment. « C'est son travail, » expliqua Charlotte. « Il ne peut pas faire autrement. » « On voit bien que c'est pas toi qui dois supporter cette folle. Anaëlle, je t'interdis de parler d'Estelle comme ça. C'est la compagne de ton père. Tu pourrais te montrer aimable. » Toutefois, elle fut prise d'un doute et demanda. « Est-ce qu'elle est méchante avec toi ?»« Non. Elle me fait des réflexions, c'est tout. » »« Quel genre de réflexion ?» se risqua Charlotte. « Comment je m'habille. Et elle se moque de mon portable qui est ringard. » Charlotte sourit et s'abstint de tomber dans le piège. Ce point de discorde avec sa fille durait depuis un certain temps. Elle refusait d'investir dans un téléphone à la pointe de la technologie pour une gamine de 12 ans. L'essentiel était qu'Anaëlle puisse la joindre en cas d'urgence. « Tu vas devoir faire preuve de patience, ma puce, » conclut-elle. « Je n'ai pas d'autre solution que de te confier à papa pendant mon absence. De toute façon, juste après ce séjour prolongé, il y aura les vacances de février, et il t'emmène à la montagne. » À Sarlat, ce vendredi, Louise rentra de l'hôpital dans un état de fatigue extrême. Tout au long du traitement et pendant le trajet du retour, elle se surprit à prier pour que tout cela cesse bientôt. L'ambulancier s'arrêta devant le perron, installa Louise dans son fauteuil roulant et la conduisit jusqu'à sa chambre. Delphine était rentrée pour s'occuper des enfants. Elle aida l'ambulancier à coucher Louise dans son lit, vérifia que sa tête était bien calée sur les oreillers et se rendit dans la cuisine où elle lui prépara une tisane à base de plantes relaxantes. Lorsqu'elle revint dans la chambre, Louise s'était assoupie. 1 heure s'écoula. Louise ouvrit les yeux. Les douleurs qui lui traversaient le corps depuis le lever du jour s'étaient calmées. Elle tendit la main vers la théière où la tisane avait refroidi. Soudain, elle vit la lettre, s'en saisit et reconnut l'écriture de Charlotte. En dépit de l'arthrite qui déformait ses doigts, elle la décacheta rapidement et lut. L'émotion fut si vive que ses mains tremblèrent et son cœur tressaillit dans sa poitrine. Elle se sentit traversée par un souffle de vie. Charlotte acceptait de venir à Sarlat. 1 semaine ou 2, précisait-elle, son travail ne lui permettant pas de s'absenter trop longtemps. Alors que quelques heures auparavant, elle souhaitait la fin de ses souffrances, à présent, tout ce que Louise espérait, c'était vivre encore et connaître l'immense bonheur de revoir Charlotte, de l'entendre raconter ce qui lui était arrivé durant toutes ces années, de lui poser des questions à propos de sa petite famille. Elle relut la lettre et s'arrêta sur ces quelques mots. « Je réserverai une chambre d'hôtel. » Louise comprenait qu'elle n'ait pas envie de s'installer au Marronnier. Mais il n'était pas question qu'elle aille à l'hôtel. Tout de suite, Louise pensa à sa propre maison. Après le décès de sa mère, elle avait vendu le pavillon familial en banlieue parisienne et elle avait acquis un petit bien à la sortie de Sarlat sur la route de Gourdon. Elle avait anticipé qu'un jour, peut-être, Nicole n'aurait plus besoin d'elle. Elle pourrait alors s'installer chez elle et rester à proximité des enfants. Et qui pouvait savoir ? Peut-être qu'à leur tour, ils lui confieraient leurs propres enfants à garder de temps en temps. Louise se remémorait toutes les fois où Nicole l'avait pressée de vendre sa bicoque et d'investir dans la société familiale. Il lui arrivait presque de la supplier, ce qui ne lui ressemblait guère, ou d'aller jusqu'à proférer des menaces à peine voilées quand l'entreprise rencontrait des difficultés. Louise avait laissé Nicole la manipuler, l'exploiter dans bien des domaines. Pourtant, lorsqu'il était question de sa maison, elle n'avait jamais cédé. Elle se rappelait le jour où, furieuse de son échec, Nicole lui avait jeté un saladier à la tête. Louise l'avait évité de justesse, mais en se brisant sur le carrelage de la cuisine, le récipient avait projeté des bris de faïence qui lui avaient lacéré les mollets. Comme elle se félicitait aujourd'hui d'avoir tenu bon, puisque sa bicoque servirait de havre à Charlotte. Déjà, Louise organisait son accueil. D'abord, remettre la maison en état. Grand nettoyage, aération, vérification du chauffage. Il y avait tant et tant de choses à faire. Elle demanderait à Noémie de s'en charger. C'était la jeune femme qui venait faire le ménage au Marronnier 3 jours par semaine.
Louise avait toute confiance en elle. Lorsque Nicole avait enfin accepté la maladie... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.